Premier élément du diagnostic stratégique, c'est première chose qu'on va faire, c'est d'essayer d'avoir une idée plus ou moins complète et exhaustive, une image sur l'identité de l'entreprise. À quoi ressemble cette entreprise? C'est quoi son identité? C'est quoi sa stratégie? C'est quoi la mission du dirigeant? Quels sont ses objectifs stratégiques? Quels sont ses objectifs socio-économiques? Voire parfois, il y a des entreprises qui ont des objectifs éthiques. Quelle est la culture d'entreprise? Alors, des choses comme ça. Alors, identité d'entreprise. Donc, première chose, on va essayer de voir, de comprendre un peu. Donc là, ce sont des questions beaucoup plus des questions d'analyse et de synthèse. C'est quoi la politique générale de l'entreprise qu'on a? Donc, je vais faire une étude de cas. Donc, je dois commencer par comprendre un peu la politique générale de cette entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par politique générale? C'est-à-dire comment cette entreprise, c'est quoi la philosophie que cette entreprise, sur laquelle cette entreprise va se baser pour décider où investir ou ne pas investir. C'est quoi la philosophie derrière la politique d'allocation de ses ressources. Donc chaque entreprise a un esprit global de management, une vision qui va émaner un peu du dirigeant. Donc, on va se dire comment cette entreprise oriente son effort d'investissement selon quel type de vision. Alors, comment il va faire l'allocation de ses ressources. Euh, Vous avez par exemple des types d'entreprises comme le groupe d'entreprises de Elon Musk ou son entreprise Tesla par exemple ou SpaceX, etc. Donc comment cet entrepreneur qui est Elon Musk, c'est quoi sa politique générale d'investissement? C'est quoi son style d'investissement? En quoi il va se développer stratégiquement? Pourquoi ces domaines d'activité stratégique? Pourquoi dans la voiture électrique très connectée, etc. Pourquoi investir dans la technologie spatiale? Pourquoi investir dans la haute technologie, dans les microprocesseurs intégrés, ainsi de suite? C'est quoi la logique générale ou la politique générale qui fait pour lui, dans son esprit, il va investir dans de tels investissements et pas d'autres? Bien, si on arrive à avoir une image un peu de cette politique générale de l'entrepreneur ou bien de l'entreprise de façon générale, on va essayer d'avoir aussi, on va pouvoir avoir aussi une image sur son identité. Alors, en plus de la politique générale de l'entreprise, on rajoute aussi la culture de l'entreprise, hein. Une entreprise, elle a une politique générale d'investissement dans un premier lieu ou de développement stratégique, mais dans un deuxième lieu, c'est un peu la culture de l'entreprise. Mais à qui parle de culture d'entreprise, ça, c'est une variable extrêmement importante quand on parle de management stratégique contemporain, management stratégique dans la pratique. Eh bien, la culture d'entreprise, c'est un peu l'ADN ou un peu les gènes de l'entreprise. Chaque entreprise, le comportement de l'entreprise, en vérité, ce n'est pas quelque chose qui va émaner ou bien qui va sortir un peu des décisions de l'entrepreneur, mais en vérité, il va sortir ou bien ça sera l'output de la culture de l'entreprise. Et dans la culture d'entreprise, on a la vision de l'entrepreneur qui fait partie de cette culture d'entreprise. Donc, en vérité, le comportement ou l'output stratégique d'une entreprise, c'est l'output, ça émane au fait de sa culture d'entreprise, et non pas d'autre chose. Donc, c'est la culture d'entreprise qui va faire qu'une entreprise se comporte de telle ou telle façon. Alors, quand on parle de culture d'entreprise, il y a pas mal d'auteurs qui intègrent dans ce vocable de culture d'entreprise des éléments qui sont sociologiques ou culturels de façon générale, qu'on retrouve aussi, c'est vrai, on les retrouve dans les sociétés, dans les regroupements humains, dans les communautés, dans des tribus, mais on les retrouve aussi dans l'entreprise, parce que l'entreprise n'est qu'une sorte de tribu, hein, c'est un clan qui est orienté vers des objectifs économiques, sociaux, éthiques, ainsi de suite. Oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt économique des uns et des autres. Il y a le gain, il y a le salaire, il y a les marges, ainsi de suite. Mais c'est aussi un clan qui va obéir en fin d'analyse aux mêmes lois qui gèrent un peu les clans, les tribus, les sociétés humaines, les regroupements, ainsi de suite. Donc on va retrouver le rôle des mythes fondateurs de cette entreprise. Vous avez des entreprises qui sont
centenaires, par exemple. Donc, des entreprises aussi anciennes que ça, à l'intérieur, vous avez des cultures qui sont très centrées sur le mythe fondateur de cette entreprise, sur le père fondateur de l'entreprise, sur comment il a fait il y a une centaine d'années ou un siècle ou il y a quelques dizaines d'années, comment il a fait ce père fondateur pour démarrer l'entreprise et pour l'accompagner dans un long chemin de développement et de prospérité. Vous avez des entreprises japonaises, des entreprises aussi italiennes, surtout italiennes et japonaises. Vous avez des entreprises qui ont plusieurs siècles d'ancienneté, 3, 4 siècles d'ancienneté, voire plus. Et ce sont des entreprises qui ont une culture d'entreprise extrêmement forte et qui sont très centrées sur ce qu'on appelle les mythes fondateurs, bien sûr un peu comment est-ce que le père fondateur de cette entreprise a fait pour la créer, pour la mener vers le progrès. Il y a aussi le rôle des croyances. Si vous faites des études de cas ou si vous faites par exemple des stages d'entreprise, des stages et vous passez du temps dans des entreprises, vous allez pouvoir toucher de très près ces éléments. Vous allez pouvoir voir un peu les croyances. Il y a des entreprises qui ont des croyances, hein. Ça veut dire qu'un peu les personnes qui évoluent dans ces entreprises ont une vision partagée du monde, ont une croyance, ils partagent un ensemble d'objectifs, pas seulement d'objectifs, mais ils partagent aussi un type de crainte, des types de phobies par rapport à leur environnement, par rapport à leur marché. Ce sont des éléments qui sont généralement qui vont s'infiltrer du dirigeant de l'entreprise à son personnel, parce que le personnel a une forte identification au créateur de l'entreprise ou bien à la personne qui a le plus de leadership dans l'entreprise. Parfois, le personnel ou bien les collaborateurs ont beaucoup d'identification dans la famille qui détient l'entreprise aussi. Donc, vous avez dans la culture d'entreprise ces éléments des mythes, les croyances, les valeurs, et aussi un peu ce qu'on appelle les comportements acceptés aussi. Les comportements acceptés, ce qu'on appelle les pratiques, ou bien on avait déjà parlé de ça, la praxis, c'est un concept sociologique. Bien, la praxis, c'est un peu les comportements qui sont acceptés dans une communauté humaine. Par exemple, si je prends deux sociétés différentes, vous avez des comportements qui sont acceptés dans l'une, qui sont considérés comme étant des comportements très normaux, ainsi de suite, mais dans d'autres communautés, c'est des quasi-tabous. Par exemple, c'est des tabous. Prenez par exemple la polygamie, par exemple, dans les sociétés musulmanes, c'est des choses qui sont acceptées, qui sont considérées comme étant légales, mais dans d'autres sociétés, surtout dans les sociétés occidentales, carrément, c'est des tabous. On ne peut pas parler de ça. Et vice-versa par rapport à d'autres sujets de société, et ainsi de suite. Eh bien, ces comportements acceptés sont aussi des éléments qu'on retrouve dans les entreprises sur une échelle beaucoup moins importante, bien entendu, mais ça existe. Eh bien, dans un diagnostic d'entreprise, on va commencer par ces éléments, avoir une idée sur la politique générale d'entreprise en analysant un peu sa biographie et aussi avoir une idée sur quel type de culture d'entreprise, c'est quoi les bases sur lesquelles elle se base, ainsi de suite. Et généralement, on retrouve quatre types de culture d'entreprise qui est un peu qu'on retrouve dans le terrain. Eh bien, premièrement, on a des entreprises avec une culture d'entreprise très stable, hein, une culture d'entreprise claire et définie, mais qui est extrêmement stable. D'autres, d'autres types d'entreprises avec une culture qu'on va appeler une culture réactive, c'est-à-dire qu'une culture qui va s'agiter une fois on a un événement perturbateur dans l'environnement. Donc, ce sont des entreprises qui vont attendre à ce qu'il y ait un élément perturbateur dans l'environnement pour réagir. Des entreprises avec une culture beaucoup plus anticipatrice, hein. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui adoptent des comportements, des croyances, une vision qui les pousse à anticiper un peu ce qui va y arriver dans leur environnement immédiat et finalement des cultures créatrices. Ce sont carrément des entreprises qui vont essayer de provoquer le changement dans leur environnement. Eh bien, les quatre niveaux de type de culture stable, réactive,
anticipatrice, créatrice. Ce sont en fait les quatre niveaux euh, on va dire, de proactivité culturelle de l'entreprise par rapport à l'environnement. Donc, plus l'entreprise est proactive, plus elle est agressive aussi, on va dire, plus elle va y aller vers une culture créatrice. Et plus l'entreprise est monotone et paresseuse, entre guillemets, on va dire, elle va y aller vers des types de culture d'entreprise qui s'orientent vers la stabilité ou bien voire un peu même la réactivité. Bien, c'est un peu quelques éléments sur la politique générale de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Alors, toujours en ce qui concerne cette question d'identité d'entreprise, euh, on peut aussi toucher le style de management, hein. Donc, la politique générale, la culture d'entreprise, mais aussi le style de management. Qu'est-ce qu'on entend par le style de management? Chaque entreprise a un style de management différent, hein. Alors, on peut aussi apporter un peu de lumière sur cet aspect. Bien, le style de management, c'est tout simplement la nature du rapport entre celui qui détient le pouvoir dans l'entreprise avec le reste de l'entreprise. Quel type de rapport? Comment il conçoit ce rapport entre lui et l'organisation? C'est donc style management, rapport entre celui qui détient le pouvoir et le reste de l'organisation. Eh bien, la grille que je présente ici va présenter un peu, c'est une grille de lecture, c'est une matrice à deux entrées qui va un peu classifier les types ou bien les styles de management qui existent. Donc, on a généralement deux axes pour résumer un peu cet aspect. Donc, on a un axe qui va de la centralisation, donc c'est un peu le degré de décentralisation, hein. Donc, on a des styles de management qui sont beaucoup plus décentralisés que d'autres. Et on a un autre axe qui représente un peu le degré d'adaptabilité de ce style de management avec ce qui se passe. Donc, on a des styles de management qui sont, qui vont vers l'adaptation, d'autres qui sont dans la planification. Ceux qui sont dans la planification, on va dire que ils vont d'abord anticiper ce qui va y arriver et programmer un comportement adéquat ou un comportement dédié à l'avance. D'autres, ils vont beaucoup plus vers l'adaptation, hein. Donc, ils vont essayer de s'adapter avec ce qui arrive au fur et à mesure. Donc, il n'y a aucune anticipation, mais on a une sorte d'adaptation en temps réel, des styles de management qui sont vers l'adaptation en temps réel. Je reviens à l'axe vertical, c'est un spectre entre la centralisation et la décentralisation. Donc des styles de management beaucoup plus, qui tolèrent beaucoup plus la décentralisation, d'autres qui sont beaucoup plus, ils tolèrent beaucoup moins la décentralisation, ils sont beaucoup plus centralisés. Bien, grosso modo, plus on a un style de management moderne, qui est adapté avec un environnement volatile, plus on va y aller vers la décentralisation et l'adaptation. Donc plus on va y aller en haut, à droite. Donc on va y aller vers l'adaptation au lieu de la planification. On va y aller vers la décentralisation au lieu de la centralisation. Donc ça va nous donner quatre types de styles de management, quatre types pardon, de styles de management. Et le style de management qui est le plus adéquat avec la complexité qui est le plus moderne, c'est le management, on va l'appeler, on l'appelle synchronique. C'est le management synchronique. Synchronique, c'est-à-dire un peu, je peux la remplacer avec management en temps réel. C'est un management qui s'adapte au fur et à mesure avec ce qui se passe dans l'entreprise et dans son environnement. C'est un management qui est extrêmement situationniste, c'est-à-dire qu'il va changer en fonction de la situation donnée dans l'entreprise. Et puisque la volatilité de ce qui se passe devient de plus en plus rapide dans les secteurs d'activité modernes et les secteurs d'activité, bah, c'est un peu la tendance dans tous les secteurs aujourd'hui, même avec ce qui arrive maintenant avec les catastrophes et ainsi de suite, la pandémie, et ainsi de suite, on a un besoin de réadaptabilité extrêmement rapide. Donc, on va y aller généralement vers un style de management synchronique. C'est un style de management qui se base sur l'adaptation et la décentralisation, hein. Puisque je veux être agile et adaptable, j'ai besoin d'être décentralisé parce que je dois déléguer beaucoup plus, je dois laisser un peu plus de pouvoir pour les zones, pour les personnes ou bien pour les acteurs qui sont
sur des zones d'incertitude. On appelle ça des zones d'incertitude. Bien ça, c'est le style de management le plus en avance et celui qui tolère le plus la complexité et la volatilité. Alors, je prends par exemple le style de management qui est entre adaptation et centralisation. Bah, cette fois, je tolère l'adaptation, hein. Je ne suis pas dans la planification. Donc, je vais m'adapter au fur et à mesure avec ce qui se passe. Mais en même temps, je ne suis pas centralisé, je vais centraliser. Je vais centraliser la prise de décision, mais je suis très adaptable. Bien, tout simplement, c'est évident que c'est un style de management entrepreneurial. C'est le style de management que je vais retrouver qui est adopté par des entrepreneurs qui démarrent, par les PME, par des petites entreprises qui sont dans leur début, bien sûr, dans leur début de cycle de vie, mais qui sont dans des secteurs d'activité relativement stables. Bien, ils vont accepter l'adaptation parce qu'ils n'ont pas la capacité de planifier, ils n'ont pas l'investissement nécessaire pour ça, ils n'ont pas la vision nécessaire pour ça, mais en même temps, ils vont pas centraliser, ils vont pas décentraliser, ils vont garder le contrôle de la décision. Eh bien, c'est un management entrepreneurial et bien entendu, c'est le site management de l'entrepreneur. Je prends le troisième modèle de management, de système de management. Eh bien, si je prends un système de management qui veut pas l'adaptation, alors qui planifie à l'avance, hein, je fais beaucoup de planification à l'avance, j'essaie d'anticiper les scénarios possibles, mais en même temps, je décentralise pas. Je garde le contrôle total, je centralise au maximum et je planifie au maximum. Et tout naturellement, c'est un style management bureaucratique. C'est ça la bureaucratie. La bureaucratie, c'est quand je fais de la planification et de la centralisation. Je centralise le pouvoir. Donc, c'est le sommet hiérarchique qui détient tout le pouvoir dans l'entreprise. Et en même temps, je verrouille le nombre de scénarios possibles. Je me dis que j'ai tel ou tel scénario, voilà le comportement adéquat. Et finalement, le style de management qui reste, c'est le management néo-planificateur.